Bonjour à toutes et à tous. Je suis absolument ravi de vous retrouver dans le cadre du cycle des jeudis du financement que euh, nous avons initié il y a maintenant quelques semaines avec deux premiers webinars euh, de ces sujets qui deviennent absolument centraux dans un contexte que je rappelle. En tout cas, je rappelle la vision qu'a le MEDEF de la situation. On sait tous que les difficultés financières, de manière un peu contre-intuitive, apparaissent plutôt en période de sortie de crise que pendant la crise à proprement parler, pour des raisons qui finalement sont assez évidentes. Typiquement, les besoins de fonds de roulement diminuent quand l'activité elle-même diminue. Par voie de conséquence, les tensions sur les trésoreries, presque paradoxalement, s'atténuent, quand bien même les entreprises enregistreraient, en tout cas jusqu'à un certain point, des pertes. Et historiquement, on a toujours vu des difficultés apparaître en sortie de crise, quand l'activité, au contraire, redémarre. Au-delà de ça, notre perception de la situation est en fait relativement positive. Pourquoi? Parce que, hormis, et c'est important bien sûr, dans certains secteurs d'activité très bien identifiés, je parle évidemment de l'hôtellerie-restauration, je parle de l'événementiel, je parle du spectacle, je parle du transport de voyageurs, et puis dans certains secteurs industriels également bien identifiés, l'aéronautique au premier chef, même s'il y a quelques signaux positifs euh, qui se font jour. Typiquement, la décision par Airbus de créer une nouvelle ligne d'assemblage à Toulouse, c'est une excellente nouvelle pour cette filière, globalement pour notre économie et pour notre. Donc en dehors de ces secteurs bien identifiés, le niveau d'activité est revenu quasiment à la normale. Il est parfois même en surchauffe dans certaines filières. Je pense par exemple au bâtiment. Et donc les Cassandres qui s'imaginaient une récession, ou en tout cas une sous-activité durable, sont déjugés par les faits et tant mieux. Je dis ça avec beaucoup de prudence parce qu'évidemment nous sommes tous tributaires d'une nouvelle vague de Covid, nous sommes tributaires de l'activité internationale qui pour l'instant se porte très bien. Je parle de l'activité économique, mais il y a des périodes ressort, je dirais, du MEDEF de s'exprimer sur ces sujets-là. Mon propos, c'est simplement de dire qu'il faut rester prudent, mais ça n'enlève rien à notre conviction que l'activité est en train de redémarrer de manière assez soutenue. Un point de vigilance, évidemment, qui est celui des tensions sur certains prix, voire de pénurie sur certains matériaux et certains composants. Mais paradoxalement, là aussi, il faut presque s'en réjouir, parce que c'est vraiment l'illustration que l'activité à travers le monde est repartie de manière, comme je le disais à l'instant, assez soutenue. Sur le plan des financements, donc, l'interlocuteur de la Banque de France que je vais présenter, sur le plan des financements, là aussi, la catastrophe que certains craignaient ne se vérifie pas, tant mieux. Globalement, les trésoreries des entreprises sont plutôt larges, alors liées au PGE en bonne part. Le niveau des faillites reste extrêmement bas, à la fois pour des raisons techniques, typiquement le fait que les PAF en particulier pas les incidents de paiement jusque-là, mais pour des raisons plus fondamentales. Je rappelle que le nombre de faillites, encore ces jours-ci, reste très en deçà de ce qu'on connaissait en période normale. Donc là non plus, nous ne pensons pas que, pour reprendre l'expression consacrée, le mur des faillites est devant nous. Il y aura de la casse, et au risque de vous choquer, c'est normal qu'il y ait de la casse, parce qu'on ne peut pas éternellement maintenir sous perfusion à grand renfort de deniers publics des entreprises parce qu'elles sont mal gérées, parce qu'elles ont de mauvaises stratégies, doivent disparaître, faute de quoi la concurrence est faussée. Donc il faut s'inquiéter d'une probable recrudescence des procédures collectives dans les. Et pour autant, notre pronostic est qu'on n'aura pas 100 000 faillites. Il pourrait y avoir un effet différé au fur et à mesure que les entreprises auront à faire face au remboursement de leur PGE, mais je rappelle, 2 tiers des entreprises qui ont souscrit des PGE, qui ont décidé de les rembourser sur la durée maximale, donc jusqu'à 6 ans. Les difficultés n'apparaîtront pas demain matin, elles pourraient apparaître progressivement
au cours des années prochaines. Voilà donc le panorama général. Alors, je le disais en préambule, dans le cadre de ce cycle des jeudis du financement, je rappelle que nous avons tenu une première réunion sur les PGE, et la deuxième sur les produits BPI. Nous aurons une prochaine réunion le 10 juin, je crois, sur les prêts participatifs et les obligations relance, un sujet également important et qui mérite d'être clarifié, hein, parce qu'on sait que parmi vous, parmi nous, les entrepreneurs, il y a encore beaucoup d'interrogations sur ces sources de financement. Nous aurons le 17 juin avec notre adhérent France Invest une réunion sur les fonds propres et l'ouverture du capital. Et enfin, une date qui n'est pas encore définie, une dernière réunion sur un autre sujet extrêmement important, évidemment, qui est celui du pilotage du risque client et fournisseur. Mais donc, ce qui nous réunit aujourd'hui est un sujet absolument central, c'est la cotation Banque de France, sujet auquel un certain nombre d'entre nous ne prêtent pas assez attention, alors que cette cotation commande ou décide de bon nombre de choses pour les banques elles-mêmes, puisque les conditions de leur refinancement auprès de la Banque centrale sont en bonne part liées à la qualité de leur portefeuille de créances, laquelle qualité est finalement indexée ou définie par ces cotations Banque de France. Les banques elles-mêmes intègrent ces cotations Banque de France dans l'appréciation de leur risque client, de la solvabilité de leurs clients. Les assureurs crédits portent un regard attentif également à ces cotations Banque de France. Donc il est important que les uns et les autres, on ait en tête la sensibilité, je dirais, de ces cotations et que nous ayons avec la Banque de France, c'est le cas dans l'immense majorité des cas, une relation transparente, une relation confiante, de sorte que la Banque de France dispose d'éléments tout à fait objectifs et sincères pour étayer ces fameuses cotations. Ayant dit ça, je vais céder la parole à Monsieur Alain Gerbier, directeur des entreprises à la Banque de France, et nous devrions être rejoints par l'un de vos collaborateurs, Pierre-Yves Gauthier, qui est chef du service de méthodologie et d'analyse des entreprises à la Banque de France. Donc, voilà, j'ai suffisamment parlé, je pense avoir suffisamment exprimé l'importance du sujet qui nous réunit aujourd'hui, et je vous cède bien volontiers la parole pour vous écouter avec beaucoup d'intérêt et d'attention. Merci, monsieur. Merci beaucoup et vraiment merci au MEDEF pour cette invitation. Je pense que c'est important qu'on puisse parler directement avec vous et avec l'ensemble de vos adhérents. Je pense que le mieux, c'est qu'on ait un dialogue assez direct. Je ne vais pas faire une présentation académique parce que ce serait un peu dommage. Et le but, c'est de répondre à des questions aussi précises et puis de définir un peu à la fois. Alors, on avait vu avec vous les fondamentaux de la cotation, ce qui s'est passé aussi en 2021, les changements pendant la crise, qu'est-ce qu'on a fait, les prêts participatifs, peut-être qu'on peut en dire quelques mots aussi, et puis peut-être qu'on pourra conclure sur les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'un dirigeant d'entreprise doit faire pour soigner sa relation alors avec la Banque de France et puis avec l'ensemble des financeurs. Donc voilà peut-être le cadre général. Et donc vraiment, moi je suis vraiment ravi d'être au MEDEF. J'étais régional en Lorraine et pas mal sur le terrain et on travaille toujours en permanence, en synergie avec votre organisation. Nos directeurs régionaux vous connaissent. Ils font des actions ensemble, ils font des conférences ensemble et donc ça c'est au contact des dirigeants d'entreprise. C'est ce que souhaite le gouverneur. Hein. C'est pour ça qu'on a la structure territoriale qui est maintenue. Et on voit qu'en période de crise, c'est indispensable. Donc ce que je vous propose, c'est, je vais quand même passer en fond d'écran quelques éléments, mais que j'ai adressés bien sûr au MEDEF, donc vous pourrez les faire. Voilà. Et j'arrive même à me servir des outils du MEDEF, donc c'est vraiment
les synergies qui sont en place. Donc sur la cotation, je vais pas être sur les fondamentaux, je vais quand même pas être trop long. Peut-être dire en introduction que c'est vraiment quelque chose d'un peu au sein de l'eurosystème atypique. On est le premier organisme notateur finalement de la zone euro, du nombre d'entreprises. On cote 280 000 entreprises. Les Allemands, il y a 8 pays de l'eurosystème qui sont sur ce système de cotation. Les Allemands en cotent 28 000. C'est pour vous donner un ordre. Alors, donc on est beaucoup plus aussi sur un tissu de PME. On descend sur la cotation à partir d'un chiffre d'affaires de 750 000 euros. Et on ne fait pas ça du tout pour occuper évidemment notre personnel. C'est pas du tout ça. Vous savez que le gouverneur, il a pour mission de rationaliser le fonctionnement, il l'a fait de France. Hein. On a vraiment concentré les effectifs. Si on fait ça, sur ce nombre plus élevé, c'est parce qu'il y a un intérêt pour les entreprises et pour l'économie française. Et c'est ce que vous avez dit en introduction, et je voudrais peut-être le réaffirmer. En France, l'accès au crédit, il est quand même plus facile que dans les autres pays de l'eurosystème. On voit la croissance du crédit aux entreprises, elle était très forte, certes portée par les PGE, mais globalement, il y a toujours une dynamique qui est plus forte qu'ailleurs. Et ce n'est pas simplement de l'endettement, c'est aussi pour faire des acquisitions, pour investir, donc un endettement positif. Et les taux d'intérêt sont parmi les plus bas d'Europe. Et c'est vrai que cette cotation, elle participe en quelque sorte à cet avantage. Il n'y a pas beaucoup d'avantages comparatifs finalement pour les entreprises en France. Et ça, c'en est un et qu'on souhaite conserver. Et d'ailleurs, il y a d'autres pays de l'eurosystème qui voudraient se lancer dans ce mécanisme. Alors, il faut une expérience, il faut être sur le terrain parce que les algorithmes seuls ne peuvent pas fournir une fiable. Enfin, beaucoup essayent de le faire. Après, il faut quand même être en contact avec le dirigeant, savoir ce qui se passe et connaître la réalité du monde des entreprises. Et ça, c'est un peu une expérience qu'on a historiquement à la Banque de France. Donc on est vraiment, c'est ce qui est écrit là sur ce. Je vais revenir sur quand même alors voilà, sur le format visuel. Hein, c'est quand même peut-être plus agréable pour ceux qui nous regardent. On est vraiment sur deux fonctions fondamentales de la cotation et il faut vraiment que les dirigeants aient ça en tête. Hein. C'est à la fois ce que vous avez dit, le refinancement des banques auprès de l'eurosystème, donc les banques, pour que la Banque Centrale Européenne leur prête de l'argent, en quelque sorte, elles doivent déposer des garanties. Alors ça peut être des titres obligataires, mais c'est aussi les crédits qu'elles accordent aux entreprises. Il faut les meilleures notations. Cela dit, je vous rassure, il y a quand même plus de 60% des notations éligibles au refinancement par l'eurosystème. Donc c'est quand même la grande masse. Donc là, il n'y a pas de difficulté. Et la deuxième grande utilisation qui est liée vraiment à des statuts internationaux européens que nous avons, c'est pour le calcul des fonds propres des banques. Donc, quand elles ont un risque de crédit, elles doivent constituer des fonds propres. Elles peuvent le calculer soit par des modèles internes qui sont vérifiés, et dans ces modèles internes, parfois, elles injectent la cotation Banque de France, ou alors elles se basent purement sur la cotation Banque de France. Ça leur sert aussi pour ça. Et donc, clairement, il y a une utilité derrière de financement de l'économie et de supervision des banques. Et donc, cette cotation, elle est importante. Je vais continuer peut-être. PowerPoint, juste pour vous dire un mot sur qui accède à la cotation. Je pense que c'est quand même important. Alors, bien sûr, le dirigeant. Et ça, c'est une différence avec certaines autres banques centrales qui font de la cotation, mais ne donnent pas leur cotation aux entreprises. Là, on est vraiment sur une transparence totale. On écrit chaque année au dirigeant d'entreprise pour lui dire quelle est sa cotation. Et puis, qui accède? Alors, c'est tout l'enjeu à la fois de la confidentialité et de l'utilisation de cette cotation. Elle a quand même un intérêt marqué pour le financement de l'économie, pour les banques, pour beaucoup d'éléments dont on va reparler, les prêts garantis par l'État, les prêts participatifs de la relance, on en dira quelques mots. Et donc, accède essentiellement, au départ, c'est comme les banques, hein, c'est fait pour les banques. Ça a été élargi au fur et à mesure, je repasse
sur l'écran. Ça a été élargi au fur et à mesure à d'autres acteurs du financement. Alors, les entreprises d'assurance, lorsqu'elles émettent des papiers d'entreprise, des sociétés de gestion de portefeuille, les conseils régionaux, lorsqu'ils accordent des aides aux entreprises, et puis les administrations qui interviennent dans la prévention des difficultés des entreprises. Donc ça, il faut quand même que les dirigeants le sachent. La cotation, il n'y a pas que nous qui en avons connaissance. Elle est accessible à un certain nombre de personnes. Engagement de confidentialité. En revanche, elle n'est pas publique. C'est-à-dire que leurs concurrents n'auront pas accès à cette cotation. Et voilà, il y a des règles strictes. Ce n'est pas une notation d'agence, ce n'est pas une notation payante, c'est une notation qui sert au financement de l'économie. Donc voilà le point important, je pense, sur qui accède à la cotation. Je pense que c'était utile de le dire. Peut-être un élément qui est moins connu, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire ça. Et ça, la base, c'est quand même les bilans des entreprises. Et donc, c'est une nouveauté que je voulais dire ici. Auparavant, les bilans des entreprises, on les collectait. Enfin, les bilans, les entreprises, les dirigeants que vous êtes, vous les établissez avec votre expert comptable et vous l'envoyez à la DGFiP via les experts comptables et leurs prestataires de services informatiques. Donc, avant, nous, on était branchés là-dessus. Donc, il y avait une bifurcation qui allait à la DGFiP et une autre qui allait vers la Banque de France. On a simplifié les choses, c'est-à-dire que c'est maintenant, depuis le mois de mars, donc c'est très récent, c'est la DGFiP qui nous adresse l'ensemble des bilans des entreprises. Donc c'est aussi dans le but de rationaliser le fonctionnement des services publics. C'est plus simple pour nous, c'est plus simple pour tous les intermédiaires et pour les chefs d'entreprise. Donc on a un flux direct et continu de bilans. Donc voilà comment ça arrive. Ensuite, une fois qu'on a ces bilans, on fait tourner un peu le modèle d'analyse financière, ça c'est important. Et puis, on tient compte aussi d'éléments qualitatifs qui peuvent être le marché, on a des références sectorielles évidemment, la solidité de l'actionnariat, la stratégie de l'équipe dirigeante lorsqu'on a l'entretien avec le client, la transparence de la communication, et ça on pourra revenir sur ça. Donc, ce n'est pas purement un algorithme qui analyse le bilan, parce qu'on voit très bien, et notamment en période de crise. Donc, voilà sur un peu les fondamentaux de la cotation. Et on a donc 280 000 entreprises qui sont cotées, à partir d'un chiffre d'affaires de 750 000 euros. Il faut bien mettre un seuil, qui peut-être est jugé arbitraire, mais il faut mettre un seuil. Et donc, il est clair que... on a aussi des contacts directs. On essaye de faire environ 50 000 entretiens, alors sur place, par téléphone, avec des dirigeants d'entreprise. C'est beaucoup. Je pense qu'il faut garder le contact. Ça, c'est vraiment indispensable pour arriver à avoir un diagnostic qui soit pertinent. Donc, on ne voit pas chaque année les dirigeants d'entreprise, sauf certains, mais c'est important. Donc, voilà un peu sur comment se construit cette cotation. Et je ne vais pas être plus long, peut-être qu'il y a des questions déjà sur que vous souhaiteriez. Et après, je pourrais peut-être juste montrer l'échelle de cotation, mais vraiment, c'est un mixte d'analyse financière et puis de qualitatif, ça c'est important. Parfait. Je vais le remettre bien droit. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions, mais donc je vais en poser une. Est-ce que vous pouvez nous repréciser, le gouverneur l'a fait d'ailleurs ici même, la prise en compte par la Banque de France de la période de crise très atypique et assez violente, et qui a impacté l'activité, a impacté les résultats, a impacté à un degré ou à un autre les structures dans une période courante, je veux dire. Donc, qu'est-ce que ça amène la Banque de France à réviser un petit peu ses grilles d'analyse et à intégrer le caractère donc atypique de la période que nous venons de traverser? Alors tout à fait, et ça c'est la question fondamentale en période de crise et de reprise.
Dès l'année 2020, alors on fait l'exercice de cotation au fur et à mesure qu'arrivent les bilans, mais dès l'an dernier, finalement, les bilans, l'essentiel, c'est quand même arrêté au 31 décembre, pas tous, mais une bonne partie. Donc on les reçoit au mois d'avril, mai, hein, c'est là que... Et donc l'an dernier, quand c'est arrivé, c'était le premier confinement, le plus dur. Donc personne ne savait ce qui allait se passer. C'était inédit. Et donc là, vous l'aviez peut-être vu, on avait fait des communiqués, y compris avec vous. On avait décidé d'être prudent. Et notre politique, c'est de ne jamais accentuer les cycles et pour éviter les dégradations en masse de cotation. Et on avait bâti un questionnaire aussi pour que les entreprises nous donnent leurs perspectives de reprise. Et donc, l'année 2020 s'est achevée finalement sur une cotation où chaque année, il y a à peu près 20% des entreprises qui baissent légèrement et 20% qui peuvent remonter. Et donc, en pleine crise, on n'a pas baissé plus que d'habitude. On a simplement un peu moins rehaussé par prudence. Et qu'est-ce qu'on va faire cette année? Ce que l'on va faire, on s'attendait à ce que les bilans soient très mauvais. Donc c'était un diagnostic très mauvais. C'est vrai qu'il y avait une chute de PIB inédite, des difficultés. Ce que l'on voit arriver actuellement, c'est l'échange que nous avions tout à l'heure, c'est que finalement la situation, elle est certes moins bonne, hein, on ne va pas non plus cacher les choses, hein, elle est quand même certains secteurs que vous connaissez. Mais les bilans ne sont pas si mauvais que ça. Et donc la consigne pour la cotation de cette année, c'est bien sûr aucune décote systématique sectorielle. C'est pour ça qu'on fait une analyse aussi qualitative. Il n'y a pas de consigne en disant dans tel secteur vous allez baisser les cotations parce qu'il y a des risques de défaillance. C'est vraiment à la fois d'avoir un questionnaire à nouveau envoyé à tous les dirigeants d'entreprise. Ils l'ont tous reçu. On va faire une relance pour qu'ils nous éclairent sur les perspectives de rebond. Donc on parlera en conclusion de les bonnes pratiques, dialogue Banque de France, entreprise. Et c'est aussi de faire un travail le plus fin possible. Et par exemple, je vais citer les prêts garantis par l'État. On a besoin de savoir si l'entreprise elle a décidé de l'étaler ou si elle a décidé de le rembourser en 3 ans ou si elle veut le rembourser tout de suite. Parce que ça change les ratios d'analyse financière. Donc nos analystes ont pour consigne de tenir compte, par exemple, de cet endettement. Terme, ou est-ce que c'est du court terme et que l'entreprise finalement n'a rien fait et va se trouver... alors soit c'était un PGE de confort, il n'y a pas de problème, soit elle sera en difficulté parce qu'elle n'a pas contacté sa banque et puis elle doit rembourser. Elle n'aura pas les capacités de le faire. Donc on va vraiment essayer de faire du sur-mesure et d'obtenir un maximum d'informations qualitatives. Ça, c'est important. Et à partir de ce questionnaire qu'on vous enverra, hein, que vous pourrez peut-être d'ailleurs mettre sur votre site, et les dirigeants ils vont être relancés. À partir de ce questionnaire, on souhaitera aussi, si c'est possible, obtenir des situations intermédiaires. Si au mois de juin, l'entreprise a des comptes intermédiaires, peuvent nous les adresser. Ça peut conforter un rebond ou un prévisionnel d'activité. Tout ça, ça peut éclairer l'avenir, notamment dans les secteurs les plus impactés, parce qu'on voit bien que ça va repartir. Et donc on ne veut pas pénaliser par une dégradation de cotation. Et donc là, je vais vous donner un peu un scoop, en quelque sorte. Pour l'instant, le gouverneur suit enfin je vous assure qu'il suit chaque semaine l'évolution des cotations des entreprises. On en avait une réunion avec lui ce matin. Là, pour l'instant, sur les bilans arrêtés à fin décembre 2020 que l'on a commencé à coter et qu'on a déjà reçus, donc plusieurs milliers quand même, hein, c'est pas totalement négligeable. Alors peut-être que c'est les meilleurs qu'on reçoit en premier, mais en tout cas, pour l'instant, on remonte plutôt un peu les cotes qu'on les baisse, ce qui est assez inattendu. Mais voyez bien qu'on est dans une perspective d'accompagner les entreprises et de ne pas les pénaliser. Voilà. Alors, là, j'ai juste remis les différentes
Bon, ce que l'on utilise pour travailler sur la cotation, hein, c'est vraiment l'autonomie financière, la liquidité, la solvabilité et la capacité bénéficiaire. Ça, c'est essentiel. La capacité bénéficiaire, c'est quand même c'est le cœur de tout. Même sur les défaillances, c'est la liquidité qui souvent, malheureusement, emporte tout. Je confirme sur les défaillances ce que vous avez dit en introduction. Habituellement, il y a 52 000 défaillances par an. On est tombé à environ 32 000 en 2020. Alors, il en manque quand même 20 000. Hein. Enfin, et ça, c'est l'effet des différentes mesures. Donc, il y aura peut-être un rattrapage. Hein. Le gouverneur a dit que ça serait un retour à une respiration naturelle. Donc, ça ne sera pas, comme vous l'avez indiqué, alarmant si petit à petit, ce nombre finalement d'entreprises qui ont réussi à se maintenir, mais qui étaient déjà en difficulté avant la crise, si elles arrivent en défaillance, il faudra les aider bien sûr, mais ce ne sera pas normal. Donc il ne faudra pas s'inquiéter si les chiffres dans quelques mois ou en 2022 remontent, ce sera naturel. Et puis il y a quelques secteurs où effectivement c'est plus difficile, mais comme vous, on ne voit pas de mur de faillite fort devant nous. Voilà, ça, je voulais quand même le confirmer, c'est un élément important du diagnostic. Et là, je mets juste l'échelle de cotation. Je pense que c'est un peu technique, c'est pas la peine d'en parler trop, mais vraiment, on a plus de 60% des cotations qui sont éligibles au refinancement de la Banque de France, et ça, c'est vraiment important. Alors, bon, ça, je ne vais pas en parler. Les évolutions en 2021, on est vraiment c'est ce que vous avez dit, on est sur les entretiens, sur les délais de paiement aussi, puisque vous êtes membre du comité de crise des délais de paiement. Il y a eu une alerte au début de la crise, forte, et puis finalement, maintenant, les choses se sont rétablies. Nous, on a aussi les incidents de paiement sur effet de commerce. Alors, c'est qu'une petite partie des moyens de paiement, mais c'est assez significatif. Et globalement, là, il n'y a plus d'alerte pour le moment sur les délais de paiement. Il faut rester vigilant. Mais capteur indiquant qu'il y a un dérapage. Les entreprises, et grâce à votre action, hein, elles ont été quand même solidaires. Pour la plupart, elles se sont aidées. Et ça, je pense que c'est vraiment très très bien. Alors, j'en profite pour accueillir Pierre-Yves Gauthier, qui est le chef du service de méthodologie de la cotation. Et je tenais vraiment à ce qu'il soit là, parce qu'il y a un point sur les prêts participatifs de la relance que on voulait faire avec vous. Donc je ne sais pas si c'est le moment d'en parler ou s'il y avait d'autres questions. Oui, si vous me permettez, je voudrais effectivement poser une autre question. 280 000 entreprises de plus de 750 000 euros de chiffre d'affaires faisant l'objet d'une analyse individuelle de la part de vos services. Quid des autres? C'est-à-dire de celles qui font moins de 750 000 euros. Alors ça, c'est un débat. Alors j'ai quand même rappelé qu'au sein de l'eurosystème, on était déjà là, sur un spectre qui est assez large, hein, et que c'est envié par d'autres pays. Le problème, c'est que si on veut garder une cotation, à dire d'experts, avec un peu de dialogue avec les dirigeants, on ne peut pas aller beaucoup plus loin, parce que derrière, il y a des effectifs à mettre en place. Donc la solution, dans ce cas-là, c'est une cotation purement statistique. Alors on sait le faire. On a des modules, on a un score d'intelligence avec de l'intelligence artificielle. Après, alors il y a le projet aussi Signaux Faibles que vous connaissez sans doute, auquel on participe avec Bercy. Après, ce type de modèle, on l'a vu en période de crise, il ne voit plus rien, parce qu'il est basé sur des indicateurs qui, par exemple, les impayés, les retards URSSAF, c'était dans le modèle Signaux Faibles. Alors, évidemment, ça n'avait plus aucun sens, puisqu'il n'y en avait plus. Donc on voit très bien que les modèles algorithmiques, en période de grande crise, ils ne sont pas forcément pertinents. Donc on pourrait se dire, on va s'orienter vers les TPE et les noter aussi, mais vous avez vu que nous, notre cotation, elle est aussi transparente, on écrit aux dirigeants. Alors certains, on pourra en reparler sur la conclusion de conteste, hein,
ils viennent nous voir. Alors, si on étend le champ, voilà, ça imposerait on augmente, si on veut garder une analyse vraiment qualitative au plus près des dirigeants, il faudrait qu'on augmente le nombre d'agents Banque de France. Et très honnêtement, ce n'est pas du tout dans l'air du temps. Donc pour l'instant, je pense qu'on en reste à ce niveau-là. Mais c'est une vraie question et parfois on nous le reproche en quelque sorte, hein, y compris sur les PGE. Il y avait une sorte de critère indicatif qui était la cotation 5+. Et c'est vrai que en montant la cotation Banque de France, elle portait l'essentiel. On analyse les PGE largement. En nombre, il est clair qu'il y a beaucoup de cotations, qu'on appelle ça X0, c'est des entreprises que l'on ne connaît pas, mais sur lesquelles on n'a pas recensé d'éléments défavorables. On est incapable de les coter, et c'est vrai qu'il y a une sorte de trou dans la raquette sur ce secteur-là. Après, voilà, les banques, elles connaissent quand même leurs clients. J'en profite pour une question, avant de vous redonner la parole, qui nous remontait. Faut-il demander cette cotation ou est-ce automatique en fonction du chiffre d'affaires? Peut-être le repréciser. Alors, oui, c'est une bonne question. C'est automatique. On reçoit tous les bilans au-dessus du seuil de cotation et on cote toutes les entreprises. Alors, s'il y en a qui n'ont pas leur cotation, c'est parce que, et c'était le cas avant la réforme qui permet à la DGFiP de nous les adresser, c'est que dans certains cas, on ne les obtenait pas. Alors, les comptes. Voilà, on n'obtenait pas les comptes pour des raisons. C'était vraiment collecter tout ça, c'était un travail considérable. Les experts comptables, je ne sais pas, avaient oublié, le système d'information avait mal fonctionné. Donc il y a une partie des entreprises qui n'avaient pas de cotation, malgré le seuil de chiffre d'affaires qui était atteint, parce qu'on n'avait pas reçu les comptes. Voilà. Et donc maintenant, ça devrait plus se produire. Après, j'ai dit que c'était très récent, c'est depuis le mois de mars qu'on reçoit l'ensemble des liasses fiscales, sauf les liasses confidentielles, hein, bien sûr, sauf les données, les salaires, tout ça, on le reçoit pas. Mais on le reçoit de façon automatique. Après, ça fait une masse supplémentaire. On va passer sans doute de 280 000 cotations à peut-être à terme 340 000. Donc il nous en manquait quand même. Et pour le moment, on n'a pas encore les moyens de toutes les traiter. Mais si il y a encore quelqu'un qui n'a pas été coté malgré ce seuil, il suffit qu'il nous le demande. Il le demande à la succursale de son département. Et là, on le fera. Alors, après, je pense qu'il serait utile quand même, si vous en êtes d'accord, qu'on parle des prêts participatifs de la relance. Je sais que c'est un thème finalement de votre webinaire, mais la cotation Banque de France et l'analyse financière qu'on va faire de ces PPR, ça peut éclairer finalement votre prochain webinaire. Je pense que il y a quand même il y a une cible de 15 milliards. Oui, c'est effectivement un sujet de préoccupation, pour dire les choses à ce stade, que de savoir comment ces prêts participatifs, le cas échéant les obligations relance qui seraient souscrites par les entreprises, seront appréhendées par la Banque de France elle-même, par les banques commerciales par ailleurs. Dit autrement, est-ce que ce sera considéré, c'est un peu l'esprit de ces produits-là, comme des quasi-fonds propres ou ou est-ce qu'au contraire, malgré la maturité de ces financements, notamment les 4 ans de différé pour les prêts participatifs, est-ce que donc, malgré cela, ce sera considéré comme un financement bancaire courant et donc complètement traditionnel, si je puis dire? Ce qui évidemment peut décider de l'appétence que les entreprises auront pour ces prêts participatifs relance. Alors, pour répondre, c'est une question qui est difficile, hein. On a travaillé beaucoup avec la Direction générale du Trésor sur ce thème. Alors, on a tenu ferme, mais ils étaient d'accord avec nous, hein, sur le fait de dire que ce n'était pas des vrais fonds propres. Et ça, je laissais la parole à Pierre-Yves Gauthier pour expliciter la façon dont on va étudier ces prêts participatifs. Merci Alain. Donc déjà, ces prêts participatifs s'inscrivent dans une structure qui est, on a eu un passage
pardon, je ne veux pas plus sur le micro. On a eu un passage par des prêts PGE qui étaient censés faire face à des difficultés de trésorerie. Et aujourd'hui, on s'inscrit dans une logique où ces PGE, ça a été mentionné par Alain, certains sont des PGE de précaution, donc ils s'analysent dans une perspective d'opportunité d'entreprise, d'autres sont des vrais PGE au sens trésorerie. Et s'articule la deuxième question qui est après le remboursement des PGE, qui seront remboursés, que se passe-t-il sur la pérennité et la stabilité financière? Et c'est là où les PPR prennent leur jeu. Donc la position de la Banque de France est très proche de l'analyse financière. Nous les analysons comme des prêts subordonnés. Alors évidemment, comme tout prêt subordonné, ils sont après les seniors et avant les equity. Donc selon le curseur, quasi fonds propres ou dette. Notre approche est plus, c'est une vraie dette. À la différence des prêts participatifs type Renault, que certains ont connu peut-être, où vous aviez une clause d'indexation du coupon sur le résultat ou le chiffre d'affaires de l'entreprise, ce n'est pas le cas aujourd'hui sur les PPR qui sont 4 ou 5%, donc c'est une vraie dette. Au sens, mais cette dette-là, elle apporte une stabilité financière, elle apporte un financement long, et on sait que le financement long est très apprécié des entreprises, puisqu'il réduit le risque de refinancement à court terme, le fameux rollover qui est un facteur une prise de risque de l'entreprise face à des prêteurs. Et on sait que souvent, les défauts, on appelle ça dans notre jargon les défauts techniques, sont des défauts qui résultent d'une impasse de trésorerie ou d'une difficulté à rembourser ponctuellement, sans pour autant que la capacité de l'entreprise soit mise en cause. Un mur de dette mal placé ou mal géré, par exemple. Et donc, les PPR vont permettre de répondre à cette question d'allongement de la maturité. Et donc ça, c'est très positif. Et on prend en compte cet effet-là dans l'analyse financière Banque de France. C'est meilleure équipe dans la stabilité financière, plutôt dans la structure financière de l'entreprise. Donc ça, c'est donc positif, même si on est obligé de faire notre travail professionnellement. Donc on a des plus et des moins dans tout produit. Le moins, c'est une charge de crédit un peu plus élevée, parce que le prêt subordonné, un taux subordonné est évidemment un peu supérieur. S'il est bien pricé, je crois que c'est le cas par rapport à des dettes classiques. Donc il y a un trade-off pour l'entreprise qui est petite pression sur les coûts financiers à court terme, mais une stabilité de financement à très long terme qui lui permet de se projeter nos investissements. Et on sait que l'avenir, c'est des investissements longs. Je crois qu'on parle aussi de RSE, mais on fait attention à la Banque de France à ne pas mettre en priorité des événements qui sont parfois perçus comme plus longs pour les entreprises. Donc on est conscient du fait que les entreprises ont des pressions court terme, mais c'est vrai qu'un horizon de 8 ans, c'est tout à fait adapté pour une entreprise. Donc, la façon dont, ce qui est aussi intéressant pour la Banque de France, c'est de voir la façon dont ces PPR seront octroyés et originés. Donc, on est sur un schéma assez original où la banque fera son travail de sélection d'origination, conserve 10%. C'est très important qu'elle conserve 10% pour le skin in the game. On connaît des acteurs financiers qui sont parfois à la recherche du profit instantané. Pour la bonne compréhension de tous, la banque supporte 10% du risque. Exactement. Et c'est très important. Et point de détail, mais le diable se cache dans les détails, la banque conservera 10% de risque jusqu'à la maturité du PPR. C'est très important pour éviter des schémas de cession de ces prêts si jamais les risques s'avéraient importants. Non, la banque doit conserver dans l'esprit ce risque-là pour avoir un alignement d'intérêt avec les autres investisseurs qui sont 90%. Et là, une particularité, on trouve plutôt des assureurs vie. Donc c'est tout à fait intéressant de voir que l'assurance vie qui finance le long terme, même si, ayant en tête quand même que les contrats d'assurance vie garantis sont des contrats avec des contraintes court terme, je crois qu'on oublie trop souvent le fait que les assureurs n'ont pas une situation très facile à gérer en termes d'actifs passifs. On reproche beaucoup aux assureurs vie de ne pas être investis en actions. Il faut aussi comprendre leurs contraintes. Leurs contraintes, c'est des contrats garantis en euros qui donnent la possibilité de sortir à tout moment pour nous, particulier. Et donc, malgré tout, elle s'inscrit dans un horizon long, puisque l'assurance vie, en moyenne, c'est 8 à 10 ans. Donc, elle peut avoir le temps, même si les contrats garantis pèsent une contrainte en termes d'actifs passifs. Et ce temps-là est employé par les assureurs vie. Donc, on trouve un équilibre naturel entre des emprunteurs long terme et des prêteurs. Donc, c'est tout à fait intéressant de voir cet équilibre entreprise-assurance vie, qui est d'ailleurs un équilibre que l'on voit dans le monde anglo-saxon, avec des fonds de pension qui prêtent aux entreprises, en Hollande, au UK et aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est plus des actions, parce que les fonds de pension aux États-Unis sont preneurs de risques de manière très intense. Ce n'est pas le cas pour l'assurance vie, pour la raison évoquée précédemment. Et donc, on a cet équilibre très intéressant de prêteurs naturels face à des emprunteurs naturels. Et je crois que c'est ça, de voir ce rôle des prêteurs naturels face aux emprunteurs naturels, avec un rôle d'asset manager qui s'interface au milieu, qui aura pour but de sélection de ces prêts et de monitoring de ces prêts pour le compte de ses clients assureurs. Et donc, pour moi, pour la Banque de France, c'est un adossement très stable, très pérenne. Se pose la question de l'ouverture à l'international.
là je comprends que c'est un schéma plutôt français, avec des assureurs vie français. On peut imaginer aussi une ouverture à l'international, avec cette fois l'ouverture à d'autres acteurs, mais là on va toucher à des fonds différents, des fonds souverains, peut-être des fonds de pension, qui auront des contraintes peut-être plus fortes en termes de visibilité, de return, de transparence, etc. Donc c'est peut-être un schéma, mais en tout cas ce schéma-là. Donc en résumé, les PPR, nous les voyons comme une bonne nouvelle pour l'entreprise, pour l'adossement à la structure financière, une petite pression sur les coûts, et en tout cas un équilibre naturel très sain entre les prêteurs naturels et les emprunteurs, mais nous la voyons comme de la dette à ce stade. C'est clarifier les choses. Mais je le redis, hein, et je mets finalement ma casquette d'entrepreneur en abordant ce point. C'est un vrai sujet de préoccupation pour les employeurs. Comme vous confirmez, ce sera considéré comme de la dette. Parce qu'en définitive, à cette maturité de 8 ans, il y a ce différé d'emboursement de 4 ans, donc en termes de liquidité, ça a un intérêt évident. Vous l'avez évoqué également, c'est plus cher malgré tout qu'un financement bancaire clair à ce jour, en tout cas pour les bonnes signatures. Et donc le niveau finalement auquel ces prêts participatifs seront classés dans les bilans n'est pas indifférent. Et je le redis, ça peut être un peu dissuasif que ça ne soit pas clairement considéré comme des quasi-fonds propres, en tout cas sur les 4 années différées. Alors, après, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé avec la Direction générale du Trésor, hein, et clairement, on a donné comme consigne à nos analystes financiers, enfin on leur donne quand même des instructions, cette dette, c'est une dette qui consolide la structure financière. Hein, enfin, alors les experts comptables sont d'accord avec nous, ils ne pourront pas classer ça dans les fonds propres. Hein. Et si une entreprise a perdu, si les fonds propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, ce qui est un critère quand même, le PPR ne peut pas remplacer. Hein, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on est tenu, enfin nous on est tenu aussi de prendre ce qui sera dans le bilan. Et par contre, on a vraiment donné comme consigne de faire en sorte que ce soit considéré de façon positive, puisque l'entreprise, grâce à ça, elle va investir, elle va monter sa rentabilité. Et donc clairement, la consigne, c'est de dire c'est plutôt positif, parce que vous savez, j'ai dit qu'on faisait une notation alors sur des ratios, mais aussi qualitative. Et donc l'analyste financier, il a un logiciel très perfectionné qui donne une proposition de cotation, mais il peut remonter la cotation. Et c'est vrai que sur le PPR, peut-être que le logiciel va dire tiens, il y a une dette, il va sortir un ratio mauvais, je ne sais pas, la dette sur fonds propres. L'analyste, on a quand même donné pour consigne, qui regarde ça de façon très attentive et il pourra remonter d'un cran, par exemple, la cotation si besoin. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est vrai qu'il faut maintenant se mettre en période de rebondir, de réinvestir. Et ça, je pense que les PPR sont un outil qui peut être extrêmement utile. Alors, sur la cotation Banque de France et ses PPR, il y a eu un débat sur le 5+, je voulais en dire quelques mots sur est-ce que c'est à partir de 5+ ou pas. Enfin, c'est un débat qui est d'ailleurs un peu encore pas tout à fait tranché. Donc vous savez, la cotation Banque de France est encadrée par des statuts qui sont... et un des statuts implique que la Banque de France ne peut pas être utilisée à des usages publics. Donc la cotation Banque de France n'est pas équivalent à un rating d'une agence de notation S&P AAA publié, communiqué à l'ensemble de la planète financière. Donc c'est un outil à usage strictement privé par des acteurs qui sont encadrés, qui signent une convention de la cotation. Et donc dans ce schéma de fonds PPR se pose la question de l'utilisation de la cotation. Donc aujourd'hui, la sélection des prêts est faite par les banques, qui s'appuient sur 2 outils, leur modèle interne et la cotation. Mais de toute façon, dans tous les cas, la responsabilité de la sélection de risque, c'est la banque qui origine le risque, premièrement. Et la deuxième responsabilité est portée par le fonds de gestion qui va donc acheter ces prêts-là, qui a aussi son exercice de gestionnaire de fonds, hein, donc son fiduciary duty, pour expliquer, prendre le terme anglo-saxon, mais
mais son devoir de conseil vis-à-vis de ses investisseurs. Donc, il pourra utiliser l'ensemble des instruments, dont la cotation Banque de France aussi, mais à usage privé. Et d'ailleurs, les assureurs vie, certains ont aussi accès à la cotation à usage privé. Donc, ce qui est particulier dans ce montage, c'est effectivement la cotation Banque de France n'est pas la seule à être retenue. Les modèles internes seront aussi intéressants. Il est possible que d'ailleurs certaines agences cotent certains emprunteurs, notamment les emprunteurs les plus importants, pour les PPR les plus importants. Et donc, je crois qu'il y a la règle d'or, c'est la cotation et s'inscrit dans son statut. Donc, je le répète, c'est vraiment un usage privé, professionnel, avec cette vision qui évoquait Alain, très importante, vision à travers le cycle, ce qui n'est pas simple, la vision à travers le cycle. Elle paraît évidente. On évoquait les PPR avec un coût, mais des attentes de BE, de futur. C'est aussi un pari sur l'avenir. Donc, la perspective de l'entreprise est quelque chose qu'on doit prendre en compte, mais c'est une mission plus difficile que stricto sensu la vision très court terme anglo-saxonne où je regarde les chiffres, bottom line, hard numbers, et le reste, c'est soft. Donc on essaye effectivement d'avoir cette dimension-là du hard et du soft, et je crois que c'est la particularité de la Banque de France. Et encore une fois, c'est une ligne de crête. Donc sachez que nous sommes sur cette ligne de crête et nous faisons attention en posant nos pas. Donc oui, la cotation pour les PPR a un rôle particulier d'indicateur de risque à usage privé, comme d'autres. Peut-être une question sur les PPR, étant donné qu'elle différait de 4 ans. Ça veut dire que pendant l'horizon de la cotation, c'est les 3 ans. Donc comment se chevauchent ces deux délais? Ça veut dire que pendant un certain temps, vous n'avez pas forcément, ça ne rentre pas dans une indication, et d'un coup, ça le devient au bout de la première année, comme un horizon à 3 ans. Comment ça fonctionne exactement? Oui, c'est une question très, très intéressante. Vous l'avez noté, effectivement, le fait de décaler les remboursements, si on raisonne sur un plan stricto-financier, ça accélère la pression du remboursement sur les 4 années restantes. Donc il y a un trade-off entre un gain instantané d'absence de remboursement et une pression. C'est d'ailleurs le cas pour les PGE, puisque les PGE on décale d'un an, mais c'est 4 ans au lieu de 5. Et donc l'analyste doit prendre en compte cette capacité-là et ne doit pas... son horizon est effectivement 3 ans. Il évalue la capacité de l'entreprise à faire face à ses engagements financiers à horizon 3 ans, mais il doit aussi, en quelque sorte, avoir la perspective globale de l'échéancier futur. Donc la vision de l'échéancier total n'est pas totalement en dehors de son équation, mais elle n'interfère pas directement dans l'exercice de cotation à horizon 3 ans. Vous avez raison. Donc il y a effectivement une bouffée d'oxygène à horizon 3 ans, mais d'ailleurs c'est fait pour ça. Donc cette bouffée d'oxygène, nous la respectons et nous la traduisons. Par contre, on doit savoir que cette bouffée d'oxygène, elle va potentiellement discriminer entre celles qui auront cette capacité à faire face à ces PGE et PPR avec remboursement accéléré et celles qui n'ont cette fameuse capacité de rebond des entreprises, qui est très difficile à faire. Mais voilà, donc l'analyste est lucide, regarde à horizon 3 ans, mais pas totalement naïf sur les perspectives futures. Voilà, donc la réponse est complexe, je ne peux pas la formaliser dans un tableur Excel, d'ailleurs, et même si c'est un de mes grands rêves. Mais vous l'avez compris, l'analyse qualitative, c'est ça. C'est cette intelligence économique, homo economicus, qu'on ne peut pas écrire dans un logiciel. Sinon, on se priverait de l'intelligence humaine. Et je pense qu'on est encore un petit peu loin de ça. Mais ça serait désolant, sans priver. Ce serait désolant. J'ai peut-être juste une question, parce qu'il me semble que vous y avez répondu, mais peut-être qu'il va falloir y revenir pour quelques personnes. La question était, pour obtenir les PPR, la cotation Banque de France à prendre en compte par les banques sera bien 5+, point d'interrogation. Et si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est rédhibitoire ou il y a une marge de manœuvre selon l'analyse? Vous me corrigerez, parce qu'il m'arrive régulièrement de dire des âneries. Mais je me permets de répondre en première ligne. On a beaucoup communiqué là-dessus, on a beaucoup travaillé d'ailleurs avec Bercy en amont, je dirais, de l'élaboration de ces produits préparticipatifs et obligations relance. Là où le MEDEF, vous le savez, avait été très pressant pour que les PGE soient quasi systématiquement octroyés, parce qu'on était en face d'une situation d'urgence et très inconnue en définitive. S'agissant de ces produits PPR relance, le parti pris que nous assumons a été de dire à Bercy qui a retenu cette approche, et je me doute bien que la Banque de France a été beaucoup plus influente que le MEDEF encore dans
l'élaboration de ces produits, le parti pris était de dire il faut que ce soit sélectif parce que ça répond à un besoin d'investissement, ça s'inscrit dans une stratégie de développement ou de pivotage de l'entreprise, mais ça n'est pas la même nature de financement et ça n'est pas le même contexte de financement que dans l'urgence de la création et du déploiement des PGE à partir du printemps 2020. Effectivement, on a tout à fait la même approche. C'est un produit qui est fait quand même pour des entreprises qui ne sont pas à l'agonie. Hein, c'est pour, au contraire, aider les plus belles et donc, ou celles qui sont un peu en difficulté à cause de la crise, mais qui peuvent rebondir. Et donc, ce critère de 5+, il n'est pas dans le décret. C'est pas marqué. Voilà, c'est marqué notation ou cotation. Voilà. Après, on a dialogué avec les investisseurs dont parlait Pierre-Yves, notamment la Fédération française des assurances. Hein. Eux, ils souhaiteraient quand même qu'il y ait une sorte de critère de 5+, mais qui n'est pas, ça ne sera pas écrit, c'est pas vraiment obligatoire, mais clairement, ça sera sans doute appliqué dans beaucoup de cas. Et alors, quand je disais qu'il y avait 60% des cotes qui étaient éligibles, donc c'est de 3++ à la cote 4. Si j'ajoute les 5+, on est pratiquement à 85%. Donc ça fait quand même un spectre large. Donc finalement, je pense qu'on peut couvrir beaucoup d'entreprises avec la sélectivité que vous avez rappelée et que le gouverneur avait dite à Bercy. C'est quand même un produit qui doit rester sélectif, parce que derrière, il y a des souscripteurs qui sont des particuliers au final. Donc il faut quand même faire attention. Oui, étant rappelé, sauf erreur de ma part, la garantie de l'État, qui était dans l'immense majorité des cas, 90% sur les PGE, s'agissant des prêts participatifs, n'est que, entre guillemets, de 30%. Donc il y a bien un risque intrinsèque pour le financeur et le particulier en dernière analyse, si on parle de contrat d'assurance vie. Je crois qu'il faut effectivement avoir en tête que le responsable in fine, c'est le fonds, le gestionnaire du fonds et ses investisseurs. Eux ont à disposition une batterie d'instruments. Il me semble dommage d'avoir recours de façon systématique à un instrument unique de façon trop mécanique. Ce travail d'analyse de risque doit être fait en toute intelligence. L'indicateur Banque de France est un indicateur utile, mais un indicateur parmi d'autres. Donc le spectre de l'analyse des risques par la société de gestion, en l'occurrence Eurotitrisation, et les investisseurs finaux sont des gens intelligents, les assureurs vie, donc ils ont des capacités d'analyse de risque aussi. Donc c'est multi-faisceau, à mon avis, la meilleure solution. Et surtout pas un indicateur qui concentrerait toute l'information, d'ailleurs, qui est illusoire. On a vécu ça avec la titrisation, le AAA magique. Je crois qu'il faut apprendre les leçons de l'histoire et ne pas tout miser sur un indicateur unique. J'ajoute, mais on est en train de faire notre futur webinaire pré-participatif avant l'heure. S'ajoute que ces prêts ne sont accessibles qu'aux entreprises réalisant plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, là où les PGE étaient accessibles indépendamment de leur cotation, étaient accessibles à toutes les entreprises. C'est un usage et une cible différents de ce qu'on a pu connaître de très opportun avec les PGE. Moi, je reviens au sujet direct de la cotation, si vous voulez bien. J'évoquais tout à l'heure les assureurs crédits, qui est des acteurs importants. On a trop tendance à oublier que finalement le crédit interentreprise porte sur des montants sensiblement supérieurs au montant des financements bancaires d'exploitation. On a l'expérience de ce qui s'était produit et qu'on peut comprendre compte tenu du modèle économique des assureurs crédits. C'était produit en 2008-2009, encore un peu. Une attitude qu'à nouveau je ne juge pas assez restrictive de la part de ces assureurs crédits qui finalement avaient eu un impact assez contracyclique au moment où la reprise à l'époque se faisait jour. Donc, est-ce que ces assureurs crédits prennent en compte les cotations Banque de France? Certains utilisent dans des scores, leurs scores, probablement, mais je ne peux pas vous le garantir avec certitude, utilisent parmi les faisceaux d'indicateurs probablement la cotation Banque de France comme un des indicateurs, sous réserve de confirmation de leur modèle. D'autres utilisent des modèles plus sophistiqués,
qui prennent en compte, ça a été évoqué, l'intelligence artificielle et d'autres facteurs. Et il est probable que la cotation Banque de France, qui apporte de l'information, soit utilisée d'ailleurs non seulement par les assureurs crédit, mais par les banques. Donc l'usage de la cotation est effectivement un usage d'input dans le score. Après, la difficulté, c'est justement d'assumer la vision à travers le cycle, qui est une vision que peut-être certains assureurs crédit en plus sont moins incités à suivre, ou en tout cas ont des instructions de leurs clients. Ne pas oublier aussi les instructions du client vis-à-vis des assureurs crédit, aussi dans le mandat de l'assureur crédit. Alors, je vous voyais une question apparaître, j'y reviendrai après. Dans la présentation des scores possibles, justement, tout à l'heure, on est passé rapidement dessus. On avait vu, il y a 2 ans environ, qu'une réforme pouvait intervenir. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est de la variété de la graduation de son affinage et de sa réforme? Effectivement, on a une échelle de cotation alors que je peux peut-être réafficher, mais c'est un peu... qui peut paraître finalement assez large. En réalité, quand on la compare à d'autres pays ou aux agences de rating, ça, j'arrive plus à faire bouger. Et donc, cette échelle, elle est insuffisamment détaillée, enfin, granulaire dans le jargon. Et donc, il y a une partie des cotes qui, par exemple, sont cotées 4, parce que quand je dis que c'est éligible au refinancement des banques, là, grâce à la cotation, après, selon le niveau de notation, il y a des pondérations. C'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne dit, les cotes 3++, je les prends à vos garanties à 100%. Par contre, pour les autres, les plus basses, j'en prends qu'une partie. Il y a des décotes, en quelque sorte. Et donc là, avec cette échelle un peu limitée, on pourrait avoir des meilleurs taux, finalement, moins de décotes sur les garanties par la Banque Centrale Européenne. Donc l'idée, c'est d'avoir une échelle plus large, comme le font d'autres pays européens. Donc c'est un peu une volonté d'harmonisation au niveau eurosystème. Et comme le font les agences publiques de notation qu'on a citées tout à l'heure. Et donc cette réforme, on devait, mais qui est neutre pour les entreprises finalement, sauf qu'il faudra qu'elles s'habituent un peu à la nouvelle échelle, mais ça ne change rien pour elles. On devait la mettre en place, et c'est ce qu'on vous avait dit cette année, et on a décidé de reporter. Parce qu'on s'est dit qu'en pleine période de crise, avec des bilans qui sont impactés quand même par la crise, on n'aurait pas pu savoir ce qui venait du changement d'échelle, de la crise. Les entreprises, pour la communication qui est déjà compliquée sur la cotation, ça aurait perturbé le message. Donc on a décidé de reporter à début 2022 ce changement, en accord avec la Banque Centrale Européenne. Et les banques sont informées. Donc voilà. Je pense que c'était sage. En période de crise, il ne faut pas changer le thermomètre. Et donc, voilà, on reporte ça. Thierry, je ne sais pas si vous voulez rajouter. Non, en effet, c'est cette nouvelle échelle de cotation. Donc là, vous avez sous les yeux l'ancienne échelle, mais la nouvelle échelle est beaucoup plus granulaire avec 22 crans. Et ça permet de limiter les effets de seuil, d'éligibilité au collatéral notamment, puisque si vous êtes en dessous du seuil, vous êtes éligible, au-dessus, non. Et donc grâce à cette plus grande granularité, ça permet de vous constater que certaines qui n'étaient pas éligibles le deviennent, parce qu'il y a un effet cran. Et par contre, il y a aussi des entreprises qui ne deviendront plus. Parce qu'il y a en même temps aussi derrière ce modèle la mise en œuvre d'outils économétriques state of the art. Donc on a travaillé beaucoup sur l'architecture financière du modèle pour prendre en compte les effets des bilans les plus récents, enfin en tout cas de l'analyse financière actualisée. Et effectivement un outil très puissant, alors très contraignant, parce que la hiérarchie des cotations nous implique, nous, en termes de modélisation, une très grande rigueur statistique, puisque vous avez de nombreuses cotations, donc peu d'entreprises parfois, donc des effets d'échantillons statistiques auxquels il faut faire très attention. Ne pas trop interpréter ces chiffres-là à la 2e ou 3e décimale, parce qu'on est confronté à des observations. Il faut qu'ils sont rares, et encore plus sur les meilleures cotations.
mais c'est surtout un outil pour mieux piloter, mieux s'encadrer dans l'eurosystème. Vous savez que c'est important, l'eurosystème, c'est la politique monétaire, c'est le refinancement des banques, notamment sur les, vous évoquiez les petites entreprises. Les créances privées des petites entreprises sont difficilement négociables. Donc les schémas de refinancement type politique monétaire sont très importants pour les banques, donc pour les entreprises in fine. Donc voilà, donc c'est vraiment un plus. Et puis ça apporte aussi une intelligence sur les ratios financiers, un questionnement. Ça nous remet aussi au centre de l'économie actuelle. Est-ce que l'environnement actuellement n'est pas propice pour la calibration des facteurs de risque, mais on y a beaucoup réfléchi avant. Donc justement, le fait de réfléchir avant nous permet d'être en situation de dire, on considère que les taux de défaut très bas observés ne sont pas naturels. C'est une conséquence des mesures. Vous voyez, ce travail de fond permet d'être à l'aise lorsque les environnements économiques sont déstructurés, en tout cas impactés par des facteurs exogènes. On avait une très bonne question de conclusion. Ça a été abordé aussi pendant le... À moins que vous vouliez poser une autre question avant. Voilà, qui ne sera pas conclusive. Je pense que c'est qu'une question conclusive, à vrai dire. Non, on a la confirmation à travers vos propos de l'importance de ces cotations Banque de France, de leur sensibilité. Il peut y avoir un effet couperet, en définitive. Typiquement sur les PGE, on avait dit 5+, et pas au-delà. Quelles sont en quelque sorte les voies de recours pour un chef d'entreprise qui, considérant de bonne foi, considérant que la cotation que vous lui avez attribuée est trop sévère et peut l'évincer, en définitive, de l'accès à certains financements? Alors c'est vrai que c'était d'ailleurs le thème qu'on avait prévu d'aborder en conclusion. C'est le dialogue avec la Banque de France. Et on en a dit quelques mots finalement au fil du webinaire. Et donc, le chef d'entreprise reçoit la lettre avec sa cotation. Donc certains ne regardent pas, ils ont tort, mais enfin, bon, je sais que certains le mettent directement à la corbeille, mais c'est vrai que les dirigeants ont tellement finalement de courriers, de sollicitations, et d'autres regardent attentivement. La plupart du temps, il n'y a aucune réaction, ça se passe très bien. Et il y a quelques contestations, ce qui est naturel, hein, puisque c'est quand même une note en quelque sorte, donc c'est pas forcément toujours agréable. Et donc là, il suffit aux dirigeants de contacter sa succursale départementale. Ou le correspondant TPE, enfin on pourra vous renvoyer, mais vous les avez, il y a un numéro vert aussi, il peut aussi dialoguer avec le correspondant TPE, qui est dans chaque département. C'est pour ça que le gouverneur tient vraiment à ce qu'on reste présent dans chaque département. Et là, il aura un entretien, soit alors sur place, c'est un peu difficile en ce moment, mais ou en visio, où on peut même se déplacer, et on peut donc bouger la cotation. On peut, sa demande, ça sera de la rehausser, je suppose, et donc ça arrive parce qu'il y a quand même un algorithme derrière, et donc qui doit aller parfois peut-être vite, et donc s'il apporte des éléments probants dont on a parlé tout à l'heure, hein, de business ou quelque chose qu'on avait mal interprété, on peut, ou des prévisionnels, on peut très bien remonter d'un cran la cotation. Donc elle n'est pas figée. D'ailleurs, elle bouge dans le temps. Si il y a des impayés à effet de commerce qui, en cours d'année, interviennent, là, elle va baisser. Hein. Si c'est des impayés pour vraiment incapacité de paiement, hein, pas pour des motifs techniques. Voilà. Donc il faut vraiment qu'il dialogue. On peut remonter la cotation. Après, comme l'a dit Pierre-Yves Gauthier, on est encadré aussi par des procédures Eurosystème, des respects de taux de défaut. Donc on ne peut pas remonter indûment une cotation parce qu'un dirigeant n'est pas satisfait. Enfin, ça serait aussi inégalitaire par rapport à ses collègues. Hein, il faut que ça soit, le thermomètre doit rester fiable. Mais le dialogue, on l'encourage, il est nécessaire, et c'est ce qui fait la différence entre les algorithmes purs et le travail que l'on fait. C'est vraiment en toute transparence. Ça rejoint la question qui était celle des bonnes pratiques, justement, et comment qu'est-ce que vous conseillez pour alimenter ce dialogue? Alors, vous y avez répondu, mais ce dialogue va en dehors des cas où on peut ne pas être satisfait. Oui, de façon, j'ai dit qu'on faisait environ 40 à 50 000 entretiens
par an, ce qui est quand même beaucoup. Hein, ça peut paraître beaucoup. Après, ça fait finalement un contact que tous les 4-5 ans par rapport au nombre d'entreprises. Mais il faut, voilà, on a, même sans contestation, on a ce dialogue important. Il y a des dirigeants d'entreprises qui sont aussi conseillers de la Banque de France. Enfin, il y en a qu'on va voir tous les ans parce que c'est des entreprises importantes en taille, hein, et donc on a besoin de savoir. Donc vraiment, le dialogue, il n'est pas uniquement sur la contestation. Ça permet de maintenir aussi une vision dans le cycle sur les perspectives de l'entreprise et pour nous de ne pas décoter uniquement sur des ratios financiers. Vraiment, le dialogue est essentiel. Et ça, je sais que le MEDEF dans chaque département le répète. Mais vraiment, on le redit, ne pas hésiter à prendre contact et à répondre aux sollicitations. Alors, Bercy prépare un accord de place sur la relance, là, avec un conseil départemental, je crois. Mais ça, c'est pour les entreprises qui vont pas bien. Et comme vous le disiez, il faut aussi nouer le dialogue avec les entreprises qui vont bien. C'est important de voir aussi son banquier, de voir BPI. Enfin, ça prend du temps, mais c'est toujours utile. Je crois que même si ça n'est pas toujours confortable pour les chefs d'entreprise, alors le moment où il faut accentuer les contacts avec les banques commerciales, avec même que on peut être tenté de se recroqueviller sur soi-même en espérant échapper au coup près, je ne sais pas, mais en tout cas au regard que peuvent avoir, c'est important dans le message, mais il est d'évidence, notre message, a fortiori en ce moment, l'économie d'une manière générale pose des questions. Et cette densité et qualité de dialogue avec, en l'occurrence, la Banque de France, qui est un acteur, ça n'a échappé à personne, on en a la confirmation grâce à vos interventions, qui est un acteur absolument central des dispositifs de financement d'une manière générale. Si vous vous retournez vers moi, je saisis l'opportunité. On avait une dernière question, ça peut être du oui-non. La Banque de France tient-elle compte des échéanciers de charges sociales, puisque vous parliez des impayés? Est-ce que cela est considéré comme un impayé? Alors, on en a parlé ce matin avec le gouverneur justement pour l'analyse des difficultés potentielles dans certains secteurs. C'est pas un impayé. On n'en est pas avisé. Donc, s'il y a des impayés URSSAF, après, ça serait d'ailleurs naturel qu'on le soit, mais c'est pas un impayé à ce stade. Après, ça apparaît dans les bilans, ça apparaît dans les charges fiscales et sociales, ces reports finalement, ils apparaissent et ils créent une sorte de risque de liquidité. Donc, on en tient compte. Après l'État a pris quand même beaucoup de mesures pour étaler les choses. Donc, à ce stade, c'est clair que c'est pas un élément d'impayé. Donc, il n'y aura pas une décote à cause de ça. Dans les bilans qu'on va arriver à fin 2020, c'est clair que c'est des postes qui ont, dans certains secteurs, monté. Et donc, les ratios sont un peu moins bons. Après, dans d'autres secteurs où le chiffre d'affaires a baissé, il y a aussi un peu moins de TVA à payer, etc. Donc, globalement, ces ratios, pour l'ensemble des entreprises qu'on étudie actuellement, ils ne sont pas si mauvais que ça. Mais clairement, voilà, il faudra que ça soit sans doute remboursé à un moment ou à un autre. Et donc, dans le bilan, ça se voit. C'est une charge, enfin, c'est un passif supplémentaire qu'il faudra régler. Mais ce n'est pas un impayé pour nous. Très bien, écoutez, Monsieur Gerbier, Monsieur Gauthier, merci infiniment pour toutes ces explications extrêmement techniques, extrêmement pointues et surtout claires, parce que c'était ça l'enjeu. Merci également pour le scoop que vous nous avez délivré, et qui va bien dans le sens de notre perception de la situation des entreprises à ce
à savoir que les bilans 2020 ne sont pas aussi dégradés, en tout cas sur l'échantillon dont vous disposez des ne sont pas aussi dégradés qu'on aurait pu le craindre. Tout ça est de très bon augure pour le rebond, la reprise et la relance. Merci à toutes et à tous et donc à très bientôt, je le rappelle, pour notre webinaire du 10 juin à 10h, où nous reviendrons sur les prêts participatifs et les obligations relance. Très bonne journée à tous.